Bienvenue chers apprenants, j'espère qu'aujourd'hui encore vous êtes au rendez-vous, confortablement installés. Ce soir encore, ou bien ce matin, la télévision Futurs Médias ouvre encore exceptionnellement la salle des profs pour vous. J'espère que hier vous avez pu prendre bonne note, vous avez eu le temps de revoir vos notes, mais aussi de déguster quelques pages de votre livre de la semaine. C'est vrai, c'est un emploi du temps, une façon d'aller à l'école avec nous, pour vous. Et je pense, docteur Massamba, c'est un emploi du temps plutôt soft pour un moment de confinement. Coronavirus oblige. Bonsoir. Mais oui, bonjour, bonjour ou bonsoir, c'est selon. Je voudrais déjà dire que nous sommes très très heureux de savoir que de l'autre côté de l'écran, les enfants suivent avec les parents. C'est hyper important de comprendre que nous voulons qu'ils reprennent le goût de l'école et qu'ils ne perdent pas le fil de l'attention, de l'apprentissage. Notre objectif, c'est pour une fois d'ouvrir la salle des professeurs au regard des élèves, parce que d'habitude, la salle des professeurs n'est pas le lieu où l'œil de l'élève entre. C'est très souvent c'est très souvent une salle où l'accès est strictement interdit aux élèves, très souvent. Mais oui, parce que c'est la salle de doute des enseignants, c'est la salle où les enseignants posent leurs doutes par rapport à leurs difficultés et imaginent de nouvelles solutions. Et nous avons envie que les élèves vivent ce moment d'échange entre professeurs et qu'ils en bénéficient pour prendre note pour, à la reprise, on l'espère dans 3 mois, pour le bien du monde, à la reprise. Semaines, espérons. Voilà, non, je pense que le coronavirus a compris que nous avons des stratégies pour qu'ils partent, qu'ils sortent de notre monde parce qu'il n'est pas la bienvenue. Nous en avons besoin. Merci beaucoup, docteur Massamba Gueye, qui accompagne l'opération Dan Coronavirus à travers votre émission La salle des professeurs sur la télévision Futurs Médias. Nous sommes toujours dans la salle, même si ce soir, les visages de certains profs vont un peu changer. Nous sommes avec M. Abdoulaziz Gueye. M. Gueye, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonjour, c'est selon. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la télévision Futurs Médias. Merci d'être là. Je vous en prie, ça fait plaisir. Tout le plaisir est pour nous aussi. Merci beaucoup. Merci. Juste préciser que vous êtes professeur de SVT, Sciences de la vie et de la terre. Pour les anciens, ça donne sciences naturelles? Sciences naturelles, oui. Merci beaucoup. Merci. Juste à côté, un autre Abdoulaziz, cette fois-ci Kébé, il va nous parler de littérature. Tout à fait, Astomben. Bonjour tout le monde. Le temps d'une émission, aujourd'hui, on va désacraliser un peu la salle des professeurs pour montrer ce que nous avons de plus intime quand nous discutons à bâton rompu entre professeurs. Merci pour cette excellente initiative. Merci beaucoup. Vous êtes professeur de lettres modernes, c'est bien ça? Tout à fait. Merci beaucoup. Je pense nous avons eu l'occasion de nous rencontrer une fois, c'était dans le cadre de l'émission L'Art. En tout cas, merci d'être là. Un visage peut-être, chers apprenants, que vous commencez à connaître, c'est M. Damsek, inspecteur de l'éducation élémentaire. Il était là hier. Aujourd'hui encore, il est avec nous sur ce plateau. C'est professeur Massamba, un peu pour ne pas dérouter les tout-petits, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de changer de professeur ni d'enseignant. Donc, il sera là pratiquement tous les jours avec nous dans la salle des professeurs. Monsieur Seck, merci d'avoir répondu à l'invitation encore une fois. Merci beaucoup, Assemben. Et les félicitations encore à toute la maison, et notamment aussi au professeur Massamba. Les enfants n'ont pas l'habitude de changer de maître. C'est bénéfique pour eux, mais c'est un risque pour moi. Mais prions que Dieu puisse m'aider afin que ma langue et mon esprit puissent tenir. C'est un défi que nous allons relever ensemble, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et puis nous restons avec vous, Monsieur Seck. Hier, nous avons vu le raisonnement, les données numériques. Aujourd'hui encore, nous restons avec les données numériques. Nous restons dans le raisonnement. C'est la suite. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, c'est tout un programme, n'eût été en fait le contexte, parce que c'est des choses qui doivent se voir tout au long de l'année. Mais là, aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre un problème sans les données numériques. Hier, Assemben demandait à quoi renvoie données numériques. Est-ce que ce n'est pas compliqué pour les élèves? Les élèves du CM2, d'ailleurs, à partir du C1, commencent à apprendre données numériques, données non numériques. Donc, ils sont aujourd'hui familiers avec ça. Et aujourd'hui, il y aura un petit changement. On va expliquer ça aux élèves et passer à l'autre exercice et donner la solution à la fin. Donc, préparez-vous, chers élèves, avec papa et maman à la maison, avec les grands frères que vous êtes, à prendre vos stylos et vos feuilles et à essayer de faire cela après mon explication.
Et comme ça, à la fin de l'émission, vous saurez si vous avez trouvé ou pas. Donc, voilà. Et comme nous l'avions dit hier, il faut d'abord lire. La lecture, elle est transversale. C'est dans toutes les matières. Une ménagère achète 12 serviettes à 1 200 francs l'une et 3,50 m de toile à 1 800 francs le mètre. Elle a dépensé les 3/4 de l'argent dont elle disposait. Avec ce qui lui reste, elle achète une blouse et une paire de gants. La blouse coûte 3 700 francs de plus que la paire de gants. Quel est le prix de la blouse et celui des gants? Et la consigne, résolvez le problème sans les données numériques. Qu'est-ce que cela veut dire, chers élèves? Cela veut dire tout simplement, vous allez utiliser des phrases sans toucher aux chiffres. Vous allez dire, avec des phrases correctes, comment vous allez faire pour résoudre un problème pareil. C'est ce que cela signifie, résoudre le problème sans les données numériques. Et pour cela, nous l'avons dit hier, il faut tout d'abord, voilà, identifier les données. Donc, une ménagère achète 12 serviettes à 1 200 francs l'une. 12. Que représente 12? Oui, effectivement, c'est le nombre de serviettes. Que représente 1 200? Et là, c'est ça qui vous guide, l'une. 1 200 donc représente le prix d'une serviette. Et 350 mètres de toile à 1 800 francs le mètre. 3,50 m de toile à 1 800 francs le mètre. Que représente 3,50 m? Que représente 1 800? Je vais aller un peu vite. Elle a dépensé les 3/4 de l'argent dont elle disposait. Et là, vous avez une fraction ou un nombre fractionnaire. Avec ce qui lui reste, elle achète une blouse et une paire de gants. Et là, peut-être ce qu'il faut souligner pour vous aider un peu, parce que vous êtes mes amis. Dans le programme, il y a prendre une fraction d'un nombre. Il y a aussi trouver un nombre dont on connaît la fraction. Et vous le savez, s'il s'agit de prendre une fraction d'un nombre, là, c'est plus facile. On multiplie par le numérateur et on divise par le dénominateur. Mais là, je vais m'en arrêter là, sinon ça va être très facile pour vous. C'est trouver un nombre dont on connaît la fraction et non pas prendre une fraction d'un nombre. Avec ce qui lui reste, elle achète donc une blouse et une paire de gants. La blouse coûte 3 700 francs de plus que la paire de gants. Maintenant, la question finale, c'est quel est le prix de la blouse et celui des gants? Vous allez devoir résoudre ce problème sans les données numériques. Donc, c'est le premier exercice aujourd'hui qui est présenté. Nous allons vous laisser le temps de le lire ou bien de vous rapprocher avec votre portable, de photographier cela avant peut-être qu'on efface pour passer à l'autre qu'on va corriger ici, sur le plateau. Donc, il va falloir dire, je vais prendre le prix d'une serviette multiplié par, ou bien plus, ou bien divisé par le nombre de. Donc, vous avez vu, je n'ai utilisé aucun chiffre. Après, je vais prendre le prix de tel multiplié par la fraction ou multiplié par l'inverse de la fraction, c'est selon. Ensuite, je vais additionner, je vais diviser. C'est comme ça que vous allez le faire. Donc, vous allez me résoudre ce problème-là sans toucher aux chiffres, c'est-à-dire aux données numériques. D'accord? Bon, un clin d'œil aux enseignants qui écoutent, notamment à l'inspecteur Kabadjahate de Mbour. C'est ce qui, dans le jargon, cette façon de venir et de parler, la verbalisation, qui n'est rien d'autre que de la métacognition. C'est-à-dire, quel est le processus mental qui s'est passé dans la tête de l'élève pour qu'il puisse aboutir à tes résultats. Et si les élèves sont habitués à ces genres de façon de résoudre, on n'est plus seulement dans écrire et résoudre, mais vous pouvez lui donner aussi, chers parents, à la maison, vous pouvez donner un problème et laisser les questions. Et vous demandez à votre enfant, imaginez les questions qu'on va poser pour cet énoncé. Ou bien vous dites, M. Abdul Aziz Kébé a acheté une montre à 6 000 francs, il la revend
à 5 000 francs, que peut-on calculer? Si l'élève vous dit la perte, il n'a presque plus besoin de passer à la résolution, parce qu'il a trouvé le problème. Maintenant, entre faire 6 000 francs moins 1 000, au lieu de trouver 5 000, trouver 4 000, ça c'est autre chose. Mais on n'est plus dans la résolution de problème. Donc là, nous sommes dans la résolution de problème pur et dur, hormis la numération. Donc voilà, je pense que vous avez déjà bien regardé. Donc nous allons effacer, parce qu'aujourd'hui, par rapport au programme que le professeur Massamba nous a donné, c'est de résoudre un problème sans les données numériques, mais aussi de transformer un schéma en énoncé. C'est ce à quoi... Donc, professeur, si je comprends... Oui. Si je comprends bien, ils auront la résolution à la fin. À la fin, oui. D'accord. Donc, les parents ont... Soit à la fin, soit la prochaine émission. De toute façon, moi, je laisse ça ici. D'accord. Maintenant, libre à la régie. Voilà. Du temps d'émission. Dont nous disposons à la fin. D'accord. Donc, voilà. Les parents ont du pain sur la planche. J'espère que les enfants ont eu le temps aussi de prendre note. En tout cas, c'est un défi à relever à la maison. Si vous trouvez, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera un plaisir pour nous de partager avec les téléspectateurs, mais aussi les autres apprenants. Et à la fin aussi, il y a un autre exercice que nous avons donné aux professeurs qui sera montré aux élèves et qu'ils pourront aussi résoudre d'ici qu'on revienne pour une autre émission. Voilà donc un schéma. Vous avez ici 7 000 francs. Là, vous avez Ali. Ici, Aziz. Et là, clin d'œil, nous avons Jean-Louis. Nous avons ici 300 francs. Là, nous avons 300. Et ici, 500. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Après avoir observé ce schéma, vous allez construire le problème qui répond à ce schéma. C'est à vous de dire 7 000 entre, etc. Et là, nous sommes, pour vous guider un peu, dans les partages. Vous avez les partages équitables et les partages inéquitables ou inégaux. D'accord? Et là, le nombre de parts est multiple. Et je pense que pour un élève de CM2 bien entraîné, un exercice pareil peut se faire en 5 minutes. Mais puisque nous sommes très gentils, nous allons vous donner 8 minutes, le temps de venir à cela. En guise peut-être d'exemple, vous avez largeur, vous avez longueur, vous avez demi-périmètre, d'accord? Vous avez ici 105 mètres. Ici donc ce que je peux faire, et vous le savez, un rectangle a pour demi-périmètre 105 mètres, 105 mètres, de façon plus lisible. La longueur surpasse la largeur de 18 mètres. Quelle est la surface de ce champ ou quel est le périmètre de ce champ? Donc, je construis un énoncé à partir d'un schéma. Ils doivent faire exactement la même chose, pour le premier. Voilà. Donc là, c'est la situation d'entrée. Et puisque nous sommes dans une classe inversée, nous avons d'abord commencé par là, et maintenant c'est aux élèves de refaire la même chose en observant cela. Donc ça fait 2 exercices pour aujourd'hui dans la salle des professeurs, dans la salle des élèves. Où la réponse viendra tout de suite à la fin. D'accord, j'espère bien. Voilà, donc ce que nous allons faire, c'est vous laisser travailler, et le temps que Astumben et les autres peut-être discutent un peu, nous allons sûrement revenir après les collègues. À défaut, nous aurons l'occasion demain
De compléter, si possible, bien sûr. De compléter, si possible. D'accord. L'essentiel, c'est qu'ils fassent les recherches, les efforts nécessaires afin d'avoir les bons résultats. Voilà. D'accord. Allez, bonne chance les petits et en tout cas, très très bon courage. Vous avez de la matière pour aujourd'hui, mercredi dans la salle des professeurs, juste après l'inspecteur Dame Seck. Nous donnons maintenant la parole à M. Abdelaziz Kébé. M. Kébé, encore, merci beaucoup. M. Gueye, je me disais bien que j'allais faire la confusion sur le plateau parce que j'ai deux Abdelaziz, mais bon, SVT, c'est bien avec vous, M. Gueye. À vous. La leçon qui va porter sur le rôle du rein dans l'excrétion urinaire et la régulation du milieu intérieur. Donc, je vais écrire le titre d'abord. Le rôle du rein. Le rôle du rein dans l'excrétion urinaire. C'est pour ta classe? C'est pour la classe de 3e. Ok. Je pense que vous pouvez expliquer en même temps si cela ne nous dérange pas. Oui, bien sûr. Je sais que ce n'est pas évident d'écrire et de parler, mais bon. Bon. La régulation. Maintenant, avant de commencer, il est intéressant de faire un rappel sur la digestion. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'excrétion urinaire sans pour autant, d'accord, avoir des connaissances en la digestion. Maintenant, nous tous, nous consommons des aliments. Les aliments consommés vont fournir à l'organisme des éléments qui sont des éléments utiles à l'organisme. On les appelle des éléments nutritifs. Maintenant, ces éléments nutritifs vont être utilisés par les cellules du corps. Maintenant, en utilisant ces éléments nutritifs, les cellules vont produire des déchets qu'ils rejettent dans le milieu intérieur. Et quand on parle de milieu intérieur, là, le milieu intérieur est composé par le sang et la lymphe. On peut donner la composition de chaque élément. Donc le sang, c'est un liquide rouge visqueux qui paraît homogène à première vue. Maintenant, dans le sang, nous allons trouver des composantes sanguines, à savoir les cellules sanguines, que sont les hématies qu'on appelle les globules rouges. Nous avons aussi les leucocytes qu'on appelle les globules blancs. En même temps, ces cellules sanguines vont baigner dans un liquide qu'on appelle le plasma. Maintenant, cette excrétion urinaire va être assurée par un appareil urinaire. Un appareil urinaire va nous permettre d'assurer l'excrétion urinaire. Et l'appareil urinaire est composé par ce qu'on appelle les voies urinaires, et les reins. Ici, nous avons la représentation d'une coupe schématique du rein. C'est une coupe longitudinale. Maintenant, à travers cette coupe, nous pouvons donner les éléments qui composent le rein. Ici, nous avons la première partie qu'on appelle la zone externe ou granulaire. Ici, nous avons ce qu'on appelle une artère rénale par laquelle le sang va entrer au niveau du rein. Ici, nous avons une veine rénale par laquelle le sang va sortir du rein. Le sang qui entre dans le rein, c'est le sang qui va être purifié. Maintenant, le sang qui sort à travers la veine rénale, c'est le sang qui est déjà purifié. Ici, nous avons ce qu'on appelle le canal collecteur. Là, nous avons la zone du bassinet. Ici, nous avons un néphron. Et là, nous avons des canaux qui sont collecteurs. Donc, une fois que les néphrons vont assurer la filtration du plasma ou bien du sang pour sortir les urines, ces canaux collecteurs vont déverser, d'accord, les substances au niveau du bassinet. Maintenant, ici, nous avons l'urétère. Donc, ces substances sont acheminées à travers l'urètre pour regagner ce qu'on appelle la vessie. Ici, nous avons l'appareil urinaire. L'appareil urinaire est composé par
les deux reins. En plus des deux reins, nous avons les conduits par lesquels les urines vont arriver au niveau de la vessie en passant par les urétères. Nous en avons deux. Et là, nous avons la vessie qui est là, qui est une sorte de poche qui va nous permettre de stocker les urines qui sont déjà accumulées. Donc, et enfin, ici, nous avons l'urètre. C'est le conduit par lequel l'urine va être évacuée hors de l'organisme pendant la miction. Quand on parle de miction, c'est l'effet d'uriner. Maintenant, à part ça, nous pouvons passer pour parler un peu des rôles que joue le rein. Ceci doit être fait en comparant deux substances, à savoir le plasma et l'urine. Parce que si nous comparons le plasma et l'urine, nous aurons constaté qu'il y a des substances qui sont présentes dans les deux liquides. On va constater aussi qu'il y a des substances qui sont présentes dans le plasma, mais qui sont absentes dans l'urine. On va constater aussi qu'il y a des substances qui sont présentes dans l'urine, mais qui sont absentes dans le plasma. Donc tout ceci laisse dire qu'il y a trois rôles que jouent les reins. Maintenant, pour parler de ce rôle-là, nous en avons trois. Nous avons un premier rôle qu'on appelle le rôle de barrière ou de sélection. Barrière, ou sélection. Là, ce rôle-là va concerner les substances qui se trouvent uniquement dans le plasma, mais qui sont absents dans l'urine. Ces substances, on peut en citer, ce sont les protéines et les lipides. Pourquoi ces substances-là ne peuvent pas passer à travers les urines? C'est parce que ces substances sont faites de grosses molécules. C'est comme si on avait un tamis, on a des grains de grande taille et des grains de petite taille. Donc seuls les grains de petite taille vont pouvoir traverser les mailles du tamis. C'est un peu comme les tamis. C'est comme les tamis, oui. Oui, c'est comme les tamis Sungouf et tamis Sankal. Maintenant, les lipides et les protéines sont faites de grosses molécules. Donc ces substances-là, ces molécules-là ne peuvent pas traverser la capsule des néphrons. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas voir leur présence dans l'urine. En plus de ça, nous avons le rôle d'élimination. Ça, c'est le rôle d'élimination ou on l'appelle aussi rôle épuration. Parce que quand on parle d'élimination, nous allons voir deux formes d'élimination. On a une première élimination qu'on appelle élimination totale et une deuxième élimination qu'on appelle élimination partielle. Parce que si nous prenons une substance comme l'eau, l'eau n'est pas totalement éliminée parce que notre corps a besoin d'eau. La quasi-totalité de l'organisme humain est composée par 60, la composition est faite de 70% d'eau. Donc seulement l'excès d'eau va être éliminé. Et là, il va s'agir d'une élimination qui est partielle. À part le rôle de barrière ou sélection, le rôle d'élimination ou épuration, nous avons un troisième rôle. Donc c'est le rôle de synthèse. Le rôle de synthèse ou fabrication. Le rôle de synthèse ou fabrication. Parce que les reins sont là, les reins synthétisent ou fabriquent des déchets tels que l'ammoniac. Mais l'ammoniac n'est pas présent dans le plasma. L'ammoniac n'est pas présent dans le plasma. L'ammoniac est présent uniquement dans l'urine. Parce que ce sont les reins, à travers leurs parois, qui vont synthétiser ou bien qui vont fabriquer ce déchet qui est l'ammoniac. Maintenant, une fois que nous avons parlé des rôles que joue le rein, on va retenir en remarque que ces reins, en jouant ces trois rôles, les reins vont assurer trois fonctions. Il y a trois fonctions du rein. Parce que d'habitude, je parle aux élèves tout le temps pour leur donner la différence entre un rôle et une fonction. Un rôle, ça se joue, mais une fonction, ça s'assure. Maintenant, en jouant ces trois rôles, les reins vont assurer trois fonctions.
Donc, la première fonction que le rein ou bien les reins vont assurer, c'est ça qu'on appelle la filtration. La deuxième fonction que les reins vont assurer, il s'agit de la réabsorption. Et la troisième fonction, il s'agit d'une sécrétion. Pourquoi filtration? Parce que il y a des substances qui se trouvent dans le plasma et non dans l'urine. Maintenant, quand les reins filtrent le plasma, les reins vont laisser passer certaines substances et d'en retenir d'autres. C'est la raison pour laquelle on parle de filtration. Mais ici, pour la réabsorption, nous avons toutes les substances qui passent à travers la capsule des néphrons pour aller dans l'urine. Parmi ces substances qui passent, on peut citer l'eau, on peut citer le glucose, on peut citer les sels minéraux, on peut citer l'acide urique, etc. Mais sauf les molécules de grande taille ne pourront pas passer à travers la capsule des néphrons pour aller dans l'urine. C'est la raison pour laquelle on parle, d'accord, de filtration. Maintenant, pour la réabsorption, parmi ces éléments, ou bien ces substances qui passent à travers la capsule des néphrons, une partie, ou bien une très grande partie, va être retournée dans la circulation sanguine. Donc, parmi ces substances qui vont retourner à la circulation sanguine, on peut citer, d'accord, l'eau, les sels minéraux, le glucose. Mais là, il faudra préciser que le glucose sera totalement réabsorbé et retourné à la circulation sanguine. Parce que la présence du glucose dans l'urine, définitive, je veux dire, est une anomalie. Donc là, nous avons la filtration, nous avons la réabsorption, nous avons la sécrétion. Donc je vais me retourner un peu pour qu'on puisse exploiter le document qui est là. Là, nous avons une coupe schématique du néphron, ou bien un schéma de néphron. Ce que vous voyez là, c'est ça qu'on appelle artère. Ici, nous avons une artère rénale. Ici, en bas, nous avons ce qu'on appelle une veine rénale. Donc, le sang qui arrive au niveau du rein entre dans le rein à travers l'artère rénale. Maintenant, le sang qui entre dans l'artère rénale, c'est le sang qui va être purifié. Maintenant, le sang qui sort ici à travers la veine rénale, c'est le sang qui est déjà purifié. Maintenant, le sang entre ici, parce que le néphron est richement vascularisé. Il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Il y a beaucoup de capillaires sanguins. Maintenant, une fois que le sang est là, le sang arrive avec les éléments nutritifs et les déchets. Arrive avec les éléments nutritifs, avec les déchets. Maintenant, dans les éléments nutritifs, nous avons les protéines et les lipides. Les protéines et les lipides ne sont pas capables de traverser la capsule des néphrons. Si vous vous rappelez bien, j'ai parlé de rôle de barrière, d'accord, de rôle de barrière ou de sélection. C'est parce que ces substances sont faites de grosses molécules. Maintenant, à part ça, nous avons des déchets comme les sulfates, l'acide urique et l'urée. Si vous suivez bien, d'accord, avec les flèches qui sont déjà orientées à ce niveau, ceci va être éliminé totalement. Là, il va s'agir d'une élimination qui est totale. Mais là, sous les sulfates, l'acide urique et l'urée, nous avons ce qu'on appelle les chlorures. Ce sont les sels minéraux. Bon, ici, nous constatons qu'une partie des sels minéraux sera à éliminer et une partie des sels minéraux sera à retourner au niveau de la circulation sanguine. Parce qu'en fonction de la concentration, d'accord, ces sulfates ou bien ces sels minéraux vont être éliminés. Donc, le corps a besoin de sels minéraux. Ici, nous avons l'eau. L'eau passe à travers la capsule des néphrons, mais une petite partie va être éliminée. Mais la plus grande partie va être retournée à la circulation sanguine. Ici, nous avons le glucose. Si vous regardez bien, il n'y a pas de flèche qui va nous montrer un retournement, d'accord, du glucose dans la circulation sanguine, au niveau de l'élimination des déchets.
on a la flèche qui vient ici au niveau, d'accord, de la veine rénale. Donc, cela veut dire que tout le glucose sera à retourner à la circulation sanguine. Donc, c'est ça, les fonctions, d'accord, du rein. Merci beaucoup, Monsieur Gueye. Ça nous donne une bonne visibilité du fonctionnement de nos reins. Mais ici, si je comprends bien, l'élève doit être, ou bien l'apprenant doit être en mesure d'abord de donner le sens du rein, de connaître son rôle, ses fonctions, mais aussi de maîtriser ce schéma, ou bien ces schémas. Effectivement. Parce que là, normalement, avant d'avancer, l'élève doit être capable d'émettre une hypothèse. Une hypothèse, c'est le fait de donner une réponse anticipée qu'on devra vérifier pour la confirmer ou bien pour l'infirmer. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de ça, à partir de cette vérification, l'élève doit acquérir d'autres compétences. Parce qu'il doit être capable de vérifier des substances qui sont anormales dans l'urine. Tout à l'heure, je vais venir en cela. Donc, si nous regardons bien, on peut dire que les reins, en jouant les trois rôles, les reins vont assurer les trois fonctions. Et ces trois fonctions vont correspondre aux trois étapes de formation de l'urine. Rapidement, je vais effacer ici pour vous parler de ces trois étapes de l'urine. Est-ce qu'on aura le temps, Monsieur Gueye? J'espère que ça va aller très très vite. Oui, ça va aller très vite. J'espère bien. Donc, pour la filtration, à la fin de la filtration, on a déjà expliqué ce que c'est la filtration. On aura un liquide, un premier liquide qu'on appelle l'urine primitive ou primaire. Juste une petite interruption. Oui. Il y a votre micro qui vous a abandonné. Ok, merci. Ok. À la fin de la filtration, nous avons un premier liquide qui se forme. C'est ce qu'on appelle l'urine primitive ou l'urine primaire. Maintenant, après la filtration, on va passer à la réabsorption. C'est-à-dire les éléments utiles à l'organisme vont être retournés à la circulation sanguine parce que l'organisme en a besoin. Donc, à la fin de la réabsorption, on n'a pas de liquide qui se forme. Mais on va attendre à la fin de la sécrétion pour que l'ammoniac puisse être sécrété. C'est une partie composante de l'urine. Donc, à la fin, nous aurons un autre liquide qu'on appelle l'urine définitive. L'urine définitive ou secondaire. L'urine primitive peut contenir du glucose, mais l'urine définitive ne doit pas contenir du glucose. Parce que le glucose est un élément nutritif dont a besoin l'organisme. Maintenant, à part tout ça, ce n'est pas seulement les reins qui assurent l'élimination des déchets. Il existe d'autres organes qui vont aider les reins dans l'exsécrétion urinaire. Et nous avons le foie, d'accord, qui va permettre d'être un lieu de stockage, d'accord, des substances qui sont toxiques à travers le venin, à savoir le venin et le poison. Donc, ces substances toxiques vont être accumulées au niveau du foie pour leur destruction et leur élimination. Donc, je vais parler très rapidement. Très rapidement, oui, des anomalies, d'accord, qu'on peut constater. Parce qu'il y a des substances qui ne doivent pas figurer dans l'urine. On peut dire, parmi ces anomalies, on a l'albuminurie. On a aussi la glucosurie. On a aussi l'hématurie. L'albuminurie, c'est quoi? C'est la présence d'albumine ou de protéines dans l'urine. La glucosurie, c'est quoi? C'est la présence de glucose dans l'urine. Et l'hématurie, c'est la présence d'hématie ou de sang
dans l'urine. Quand c'est constaté, c'est parce qu'il y a une anomalie. Il y a une anomalie. D'accord. Ok, merci. Coronavirus, on parle de reins, on parle de parle de santé, reins, on ça parle de tombe tout. bien. En tout cas, c'est passionnant, professeur. On se rend compte que notre organisme est très bien structuré, très bien organisé, Monsieur Gueye. Merci beaucoup. Merci en beaucoup. Tout cas, ce fut un plaisir, de partager avec vous. J'espère que les élèves ont pu prendre bonne note avec ce cours sur l'excrétion urinaire, c'est bien ça, avec le rein. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ces moments de partage. De la santé, nous allons au roman, peut-être histoire de trouver une autre forme d'évasion, professeur Kébé. Tout à fait. Merci beaucoup. Après la rigueur de la science, nous allons plonger dans la douceur du roman pour vous inviter à une évasion extraordinaire. Oui, aussi avec vous, nous allons essayer de voir comment réussir une dissertation, précisément avec le roman. Tout à fait. C'est une gageure que de vouloir en 15 minutes faire la relation entre la dissertation et le roman. Donc, en style télégraphique, on va essayer de donner l'essentiel. Notre volonté n'est pas de faire le tour de la question, mais uniquement de susciter la curiosité des élèves pour qu'ils puissent avoir quelque chose à mettre sous la dent ces 3 semaines-là. Sur les recherches. Mais naturellement, parce que la découverte est importante dans le processus d'apprentissage. Le sujet, si on peut le projeter, je crois que le support, c'est quoi? Je vais le lire le temps qu'on le projette. D'accord. Selon Christine Orban, commencer un roman, c'est prendre congé de la vie réelle. Dans un développement ordonné, montrer d'abord que le roman est souvent une fiction qui favorise l'évasion, ensuite qu'il peut apparaître parfois comme un miroir social, enfin que le réel et la fiction peuvent s'unir harmonieusement dans l'univers romanesque. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans le genre romanesque. En terminale, il y a 3 genres qui sont inscrits au programme. Il y a la poésie, le roman et le théâtre. Malheureusement, le théâtre, depuis très longtemps, était considéré comme le parent pauvre. L'année dernière, il est à saluer que le théâtre a été proposé au baccalauréat et grande a été la surprise de tous ces farceurs-là qu'il avait relégués au second plan. J'en étais très satisfait. Maintenant, pour ce qui est du roman, vous savez, pour chaque genre, il y a une définition qui met en lumière sa caractéristique dominante. La poésie, souvent, on dit que c'est un art du langage. Donc, c'est la fonction esthétique qui est souvent mise en avant. Pour ce qui est du théâtre, on a l'habitude de nous dire que c'est une imitation de la vie. Donc, c'est un miroir social, un art réaliste. Mais pour ce qui est du roman, on a tendance à le définir comme étant une œuvre de fiction qui met en scène des personnages, c'est-à-dire des êtres de papier inventés de toutes pièces, évoluant dans un cadre spatio-temporel avec des aventures extraordinaires. Donc, c'est la fictivité qui est mise en avant dans le genre romanesque, même si le roman ne se réduit pas à la fiction. Mais ça semble être sa caractéristique dominante. Ça part du réel. Naturellement, ça part du réel. Mais le roman a eu des fortunes diverses, suivant les siècles, suivant les continents et suivant même les langues. Parce que depuis très longtemps, le roman a été, pendant longtemps, pour être très précis, a été un genre mineur. Ce n'est qu'à partir du 19e siècle, avec Balzac, qui lui a donné une fonction sociale, humanitaire, que le roman a été considéré comme un genre dominant, un genre populaire, un genre qui entre en parfaite cohérence avec les préoccupations des lecteurs. Maintenant, la fictivité du roman, contrairement au conte, c'est une fictivité qui est cachée la plupart du temps. Alors que dans le conte, la fictivité est avouée. Je parle sous le contrôle de Dr Massamba. Léeboon, lippoon, amoon na fi daana am, ba mu amee yéen a fekkee waxi tey jarta gëm. C'est un avertissement. ñu ne say wax a ci raw. Alors que dans le roman, il y a la vraisemblance. C'est pourquoi la difficulté de certains élèves à étudier le roman dans sa globalité réside quand on leur demande de faire le lien entre la fiction et la réalité. C'est pourquoi aujourd'hui je mettrai l'accent sur cet aspect-là. Pour ce qui est de la dissertation également, quand on vous donne ce genre de sujet-là, ce qu'on attend de l'élève, c'est qu'il fasse preuve d'originalité. Aujourd'hui, les consignes, on les a profondément changées. C'est ce qu'on appelle
consigne améliorée et que moi j'appelle consigne éclatée ou consigne dirigée. D'abord, ensuite, enfin. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles consignes du français, on veut que le sujet de français puisse être compris à la première lecture. Les premiers sujets avaient été considérés comme étant des sujets de devinette. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord? Bon, c'est un débat. Donc, ça demande beaucoup plus de précision. Beaucoup plus de précision parce que qu'est-ce qu'on veut évaluer chez l'élève? Est-ce que ses compétences ou sa capacité à jouer au magicien? Je crois que c'est la première éventualité. Donc, selon Christine Orban, commencer un roman, c'est prendre congé de la vie réelle. Quand on prend congé de la vie réelle, on est dans l'évasion. Donc, dans ce genre de dissertation-là, au niveau de l'introduction, ce qu'on attend de l'élève, c'est qu'il puisse, dans la première étape, accrocher le correcteur. J'aime bien le terme accroche, parce que la première étape, on l'appelle amener le sujet, amorce, phrase d'appel, entrée en matière. Mais moi, la formulation qui m'accroche le plus, c'est l'accroche. Donc, il faut accrocher le lecteur, pas par des phrases, par partout, des clichés, des sortes de dissertations camisole, mais que l'élève fasse preuve d'originalité en accrochant sur 3, 4 ou 5 lignes le lecteur. Que le lecteur ait envie de continuer, en fait. Mais tout à fait, parce que si dès les premières lignes d'une introduction, les fautes foisonnent, mais à quoi bon continuer? Et c'est la première impression souvent du lecteur qui risque de commander la suite de la lecture. Donc il faut que cette étape-là soit extrêmement importante. Encore qu'aujourd'hui, ça semble être la seule étape difficile, parce qu'on donne le plan à l'élève, d'abord, ensuite, enfin. Donc il faut qu'il réussisse cette première étape. Maintenant que l'élève ne commette jamais l'erreur, arriver au niveau du plan, de le reprendre textuellement. N'en déplaise à certains qui disent que puisque le plan est donné à l'élève, il peut le reprendre textuellement. Il n'aura aucun mérite parce qu'il ne va pas convaincre le correcteur. Maintenant, pour ce qui est du roman, ce sujet-là, dans la thèse, on demande à l'élève de montrer en quoi le roman relève de la fiction et comment cette fiction-là peut amener quelqu'un vers l'évasion. Si vous avez bien regardé, on a dû prendre congé de la vie réelle, mais dans la consigne, on a été plus clair en montrant que c'est une fiction qui favorise l'évasion. L'évasion, ça vient du verbe s'évader. On s'évade souvent de prison. On considère que le monde dans lequel vous et moi, nous évoluons, n'est pas très loin d'un univers carcéral. Il y a la peur, il y a l'injustice, il y a coronavirus qui hante le sommeil des Sénégalais. Le temps d'une lecture, on est accaparé par la beauté de la fiction, la beauté de l'histoire qui nous fait voyager dans un autre monde. C'est créer un propre monde autre que la réalité. Mais oui, c'est un monde de fiction. C'est un monde qui nous fait voyager, qui nous projette, qui nous déconnecte des pesanteurs de la vie. Mais dans un sujet comme ça, est-ce qu'il y a aujourd'hui des romans qu'on peut utiliser voilà, pour illustrer? Si un élève, par exemple, de terminale aujourd'hui qui est en face de ce sujet, est-ce qu'il y a des romans prioritairement qu'il peut Mais peut tout utiliser? à fait. C'est à ce niveau, M. Gueye, que tous les collègues qui négligent la typologie du roman font erreur. Les types de romans, il y a les romans de science-fiction, il y a les romans fantastiques, les romans d'amour, les romans historiques, les romans policiers. Ces types de romans-là, en les lisant, soit la trame narrative, soit le cadre spatio-temporel, nous éloignent des tracasseries de la vie quotidienne. Par exemple, quand je prends le roman du français Pierre Boulle, Boulle, B-O-U-2-L-E, 2-L-E, Le monde des singes. C'est un roman de science-fiction dans lequel l'auteur imagine un monde dans lequel les singes sont les êtres qui dominent. Ils sont intelligents, là où l'homme est réduit à l'état animal. Mais le temps de lire ce roman-là, on ne peut pas penser à nos réalités. Rien dans ce roman ne nous renvoie la hantise du coronavirus. On est en train de voyager, etc., etc. Donc le roman nous déconnecte à travers un changement de localité, parce que lire, c'est voyager. Mais le roman également peut favoriser l'évasion parce qu'il favorise un changement d'identité. Quand je lis un roman, j'ai tendance à me mettre dans la peau de certains personnages qui m'auront séduit par leurs qualités humaines, mais également les belles aventures qu'ils vivent. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que l'élève doit dire.
dans le devoir. Mais tout à fait. Okay. Tout Parce à que fait. moi, ma préoccupation, c'est qu'est-ce que l'élève doit dire dans ce cas-là? Quels sont les romans qu'il doit utiliser? Je pense qu'il est dans la partie thèse, en fait. Je suis dans la partie thèse. Oui. Je suis dans la partie thèse où il est question de montrer que le roman, en tant qu'œuvre de fiction, peut favoriser l'évasion, le rêve, la distraction. Okay. Formidable. Donc il peut prendre ce roman-là comme exemple. Très bien. Okay, voilà le roman qu'il faut lire. Un excellent roman, passionnant, affriolant et qui nous éloigne très loin. Donc, à côté des romans de science-fiction, il y a également les romans fantastiques. Parce que le roman fantastique est un roman qui nous présente des êtres et des événements impossibles dans la réalité. Le roman le plus célèbre, ou les romans les plus célèbres, nous viennent de Joanne Rowling, dont le héros, Harry Potter, est un apprenti sorcier évoluant dans un monde où règne la sorcellerie et la magie. Et souvent en France, quand ce type de roman-là est adapté en film, mais souvent ce sont des records. Les salles affichent pleines avant même que les premières ne soient faites. Vous voulez me dire qu'un élève de terminale peut utiliser Harry Potter dans une dissertation? Mais tout à fait. Ça dépend de la manière dont il l'exploite. C'est un roman fantastique qui nous éloigne, qui nous déconnecte. Le roman... En tout cas, J.K. Rowling est très adoré des jeunes. En tout cas, c'est la remarque qui est faite. La question pertinente qu'il faut se poser, pourquoi ce roman-là est très adoré des jeunes? Parce qu'ils s'identifient à eux. Ils arrivent à se créer leur propre monde, en fait. Tout à fait, tout à fait. Ils ont toutes les possibilités de réaliser certaines choses qui sont quand même impossibles dans la vraie vie, dans la vie réelle. Tout à fait, tout à fait. Donc, le roman fonctionne comme ça. Et beaucoup de spécialistes sont convaincus que la première motivation de quelqu'un qui se dirige vers un rayon de bibliothèque pour prendre un livre, c'est pour chercher des moments d'évasion. Je suis seul à la maison, la solitude est en train de m'angoisser, je lis un roman. Maintenant, les autres motivations peuvent venir après. Mais à la première lecture, ce que je cherche, c'est pour meubler le temps. Quelle est la place des citations dans tout ça? Mais les citations sont excellentes. Parce qu'une dissertation qui se bornerait simplement à parler des fonctions du roman sans les étayer par des exemples précis ou par des citations serait rangée dans la rubrique des affirmations gratuites. Massamba Gueye est le meilleur conteur du Sénégal, car, j'argumente, comme disait, il faut que Julius, etc., etc. Quels sont les livres qu'il a publiés? Quels sont les spectacles de qualité qu'il a eu à produire, etc., etc. Donc, ici, l'élève va essayer de montrer il faut avoir des éléments qui corroborent les propos. Mais tout à fait. De développement, en fait. Une argumentation en dissertation ne peut être valable que lorsqu'elle s'appuie sur des exemples précis. Même quand vous donnez une citation en disant « comme disait l'autre », ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas aller en prison ou bien au tribunal le jour d'un procès dire que, comme disait l'autre, c'est toi qui m'avais frappé. Ça, ce n'est pas une preuve, ce n'est pas un témoin. Comme disait Damsek, inspecteur de tel, il peut en témoigner. Ou bien donc, attribuer des citations à des auteurs, des citations qui ne leur sont pas propres. Là, ce sont des manquements graves. Et aujourd'hui, avec le numérique, vous le faites au bac, le professeur, il a son téléphone, il met les 3 premiers mots, il clique. Là, donc, il ne faut pas toujours mettre tout le temps Catherine Cochrane-Mitrovic a dit-elle, tout le temps, tout le temps. Il faut changer et être précis. Et cela, Astombed, ce qui l'explique un peu, c'est que certains théoriciens du roman ont la ferme conviction que l'art du roman, c'est de savoir mentir. Je suis en train de citer Louis Aragon. Et je crois que même Claude Roy n'est pas très loin de cette idée. Pour lui, le romancier a beaucoup de droits, dont celui de mentir pour mieux dire la vérité. Donc, on a théorisé la notion de mentir vrai. Et j'aurais besoin de cette notion-là pour parler de la 3e partie. Donc, vous comprendrez que je vais directement, sans transition, aller à la 2e partie qui porte sur la fonction engagée du roman. Et ici, on nous dit que, dans la 2e partie, que le roman peut être un miroir social. Le roman est devenu un miroir social quand les romanciers ont compris qu'ils ont une mission humanitaire, une mission civilisatrice, une mission sacerdotale à assumer dans la société. Et ils ont commencé à faire du roman une sorte de miroir reflétant tout ce qui se passe dans la société. Et je crois que Stendhal... les mots.
Oui, les mots, MAUX. MAUX, bien sûr. De la société. Et non MOTS. Ah oui, parce que Stendhal le disait à qui voulait l'entendre dans Le Rouge et le Noir. Le roman est un miroir qui se promène sur une grande route. On a tendance à déformer la citation en disant que l'eau promène. C'est beau, mais c'est faux. Le roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Point. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Autrement dit, le roman est par excellence un art réaliste. L'azur des cieux symbolise la beauté de la vie, les côtés les plus acceptables, le politiquement correct. Il faut parler avec l'air du temps. Alors que la fange des bourbiers de la route, ce sont les laideurs de la vie. Donc le romancier se veut objectif. Parce que le miroir, on ne peut pas compter sur lui pour nous donner un meilleur visage, un visage plus reluisant. Il ne reflète que la réalité. Excuse-moi. Désolé. Est-ce que dans le programme, on a des romans qu'on oui. pourrait utiliser dans le cadre de cette dissertation-là pour montrer... Mais tout à fait, Massamba. En classe de terminale, ils ont Les soleils des indépendances de Ahmadou Kourouma. Encore que la classe de terminale est une classe de révision. Ils peuvent convoquer tout ce qu'ils ont lu de la 6e à la terminale. Mais ils ont parfois une naïveté un peu candide, pensant qu'il faut se limiter aux œuvres inscrites au programme. Alors qu'au baccalauréat, souvent, on récompense ce qu'on appelle la copie originale. L'élève qui aura fait preuve de plus de liberté, qui a oublié un peu l'ombre du maître et qui a fait ses propres lectures et qui a produit une excellente dissertation. Donc, Les soleils des indépendances de Ahmadou Kourouma est un roman réaliste. Maria Maba, avec une seule longue lettre, c'est un roman réaliste parce que la thématique abordée n'a pas été inventée de toutes pièces. La polygamie, la croyance au caste, les gaspillages. Maria Maba n'a rien inventé. Quand vous prenez Les soleils des indépendances, la trame narrative tourne autour de quoi? Après les indépendances, la puissance coloniale a été remplacée par de nouvelles dictatures, marquées par le népotisme et le despotisme. C'est ce désenchantement qu'Ahmadou Kourouma essaye de dénoncer. Sous ce rapport-là, ce roman reste réaliste. Donc il peut prendre tous ces romans-là, essayer de sortir ce qu'il y a de plus illustratif, de façon très originale, sans raconter. Oui, c'est le cas de Ramatoulaye dans Une si longue lettre, une femme tellement belle, tellement brave, qui... Non, vous donnez l'essence, si vous le faites, le prof, il barre en vous disant ne racontez pas. Donc, ils peuvent, dans la fonction engagée du roman, convoquer des auteurs connus, mais également faire ce qu'on appelle la littérature monde. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir, même pour le concours général, pour avoir un prix, il y a ce qu'on appelle la littérature monde. Convoquer les auteurs anglais, français, américains, japonais, dont les œuvres sont traduites en français. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas de forte chance pour avoir... C'est une preuve de l'ouverture d'esprit de l'élève. Ah mais oui, aujourd'hui plus que jamais, on ne peut pas permettre à l'élève de ne pas avoir cette possibilité. Vous restez chez vous, c'est la génération du clic ou du clac, je ne sais pas comment on l'appelle encore. Donc vous pouvez tout avoir. Maintenant, il faut les initier à la recherche. Donc, sous ce rapport-là, le roman est engagé. Et je crois que dans la préface à Pierre et Jean, Guy de Maupassant a été très clair. Le but du romancier n'est point de nous raconter une histoire, de nous amuser ou de nous attendrir, mais de nous forcer à penser, à comprendre le sens profond et caché des événements. Parce que la réalité est tellement proche de nous, à Soumbène, que nous avons du mal à l'appréhender dans sa globalité. Maintenant, par la médiation du roman qui fait un focus, parce que le romancier également, c'est sous ce rapport-là que son objectivité est douteuse. Maria Maba, tantôt j'ai dit qu'Une si longue lettre est un roman réaliste, mais c'est un réalisme sélectif. Elle a sublimé à l'extrême le personnage de Ramatoulaye et diabolisé à l'extrême le personnage de Modou Fall, comme pour dire aux jeunes femmes, si vous voulez avoir le salut, évitez la polygamie. Vous convient avec moi que tous les ménages polygames n'ont pas connu un échec, n'ont pas été carabinés. Donc c'est ça, parce que derrière toute ambition d'écriture, il y a une volonté, avouée ou inavouée. Derrière tout projet d'écriture, le romancier a son projet. Donc le roman engagé, souvent, c'est pour dénoncer une injustice qui peut être sociale, politique, économique, philosophique ou culturelle. Donc, dans cette deuxième partie-là,
On invite les élèves à mettre l'accent sur cette fonction de roman comme miroir. Et au baccalauréat, pour la typologie des romans, l'élève a besoin de savoir quels sont les types de romans sur lesquels je peux me fonder pour illustrer. Il y a le roman réaliste, il y a même les romans historiques, parce que le roman historique est un roman qui tente de recréer une atmosphère révolue. Imaginez aujourd'hui un roman qui nous parle des temps de Lat Dior. Il y aura des personnages historiques qui vont cohabiter nécessairement avec des personnages fictifs. Voilà. Donc, pour ce qui est de la fonction engagée, comme le temps qui nous est imparti va bientôt s'écouler, c'est tout ce que je pouvais dire. Maintenant, il nous reste la partie la plus affriolante, mais la plus redoutée des élèves, c'est-à-dire la synthèse. Pendant très longtemps, on nous avait habitués à des dissertations où l'élève avait la possibilité de faire une synthèse qui n'en était pas une. C'est-à-dire, on fait une thèse, première sous-partie, deuxième sous-partie. Antithèse, première sous-partie, deuxième sous-partie. Synthèse, on fait 7 lignes. J'ai toujours barré en disant que les parties sont déséquilibrées. Aujourd'hui, pour corriger cette imperfection, on dit d'abord, ensuite, enfin. Maintenant, comment l'élève va faire dans les œuvres inscrites au programme pour montrer que ce roman, réputé ou considéré comme étant réaliste, il y a une dose de fiction. Le réalisme absolu n'est qu'une utopie. Parce que l'œil du romancier ne peut pas avoir l'objectivité de l'œil de la caméra. Parce que celui qui écrit un roman, c'est un être de chair et d'os. Quoi qu'il fasse, la subjectivité intervient. Il y a son environnement qui joue, il y a son expérience personnelle qui joue, il y a tous ces facteurs-là qui entrent en jeu. Et parfois, la fiction aide la réalité à être plus plausible. Si vous prenez le roman de Cheikh Aliou Ndao, Mbam dictateur, mais tout le monde sait que l'histoire se déroule dans un pays africain où les populations, fatiguées d'avoir un président de la République capricieux, s'en étaient ouverts au pouvoir occulte des ancêtres qui avaient métamorphosé le président de la République en âne. Pourtant, il s'est inspiré d'une réalité, c'est-à-dire les dictatures naissantes en Afrique. Et qui a eu la malchance de tomber dans une famille lobée. Tout à fait. Mais tout le monde sait qu'on n'a jamais vu en Afrique un président de la République transformé en âne. Donc ici, c'est un bel exemple pour montrer que la fiction a été mise au service de la réalité. Pour mieux dénoncer les dictatures naissantes, il a usé d'une fiction. Et là, il a beaucoup plus de liberté de ton. Mais tout à fait. Même quand vous prenez Les Soleils des Indépendances, je voulais tout à l'heure dire que c'est un roman réaliste. Mais pour échapper à la censure et autres là, on nous parle d'un espace, le Orodougou. Prenez la carte de l'Afrique, regardez si vous verrez le Orodougou. Ça a été inventé de toutes pièces. Voilà en style télégraphique ce que je pouvais dire par rapport à ça. Et nous sommes loin de terminer le sujet, mais l'essentiel était de susciter la curiosité de donner des les élèves. grandes lignes, mais aussi peut-être pousser les enfants, parce que tout ce que vous venez de dire, ça demande une certaine culture de la lecture. Tout à fait, Parce que même si on n'a pas un bagage intellectuel, si on n'a pas cette culture générale, il sera, professeur Massamba, impossible de faire un texte correct, bien illustré et bien organisé, bien structuré. Mais je pense que le modèle qu'il a présenté, c'est le modèle que l'élève doit prendre. Il parle, il cite des romans, il donne des arguments, il part en France, il revient ici. L'élève doit voir dans ce qu'il est en train de dire la mobilité de l'argumentaire, mais une cohérence aussi qui fonde une mobilité, mais avec une profondeur. Et surtout, dernier mot, il faut que les élèves fassent des va-et-vient entre la littérature africaine et la littérature française. Je ne peux pas concevoir qu'un élève me fasse une dissertation du début à la fin sans me parler de la littérature africaine. Il faut lui dire quoi, élève? Ça, l'élève est en face de toi, là. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Abdelaziz Kébé, professeur de lettres modernes. Merci pour ces moments que vous avez partagés avec nous autour de la dissertation, autour du roman. Merci beaucoup à monsieur Seck, formateur, inspecteur de l'enseignement élémentaire. Il y a aussi un autre Abdelaziz, cette fois-ci, Gueye, je ne vais pas me tromper, il nous a parlé un peu des fonctions, des rôles du rein, mais aussi de l'excrétion urinaire. Je pense que c'est bien ça. En tout cas, mille merci, professeur Massamba. Merci aussi à vous. Voilà l'exercice. Moi, je veux juste qu'on propose un exercice aux élèves de CM2 et on leur présente le livre de la semaine qu'il faut lire. D'accord, d'accord. Maintenant, bon, peut-être pour la correction, M. Seck, nous allons devoir attendre demain le prochain cours parce que nous sommes carrément rattrapés par le temps.
Si vous voulez bien sûr. Donc, on leur donne l'exercice, comme ça, ils auront le temps de faire des choses. Donc, la régie peut, avec sa complicité, afficher rapidement. D'accord, Mao. Donc, bon, voilà, ils ont un exercice pour aujourd'hui que nous allons essayer de corriger demain. Alors, les tout petits à la maison, avec le soutien de papa, maman, le grand frère, la grande sœur, allez-y, ensemble, nous allons relever le défi. Un autre défi à relever aussi, c'est le livre de la semaine. Une semaine, un livre. Je pense que vous avez déjà choisi votre livre, même si c'est 10 pages par jour. Chers apprenants, essayons, nous allons y arriver. Ça va être une semaine de lecture, 10 pages par jour. Et si vous voulez bien, après, nous allons peut-être partager des vidéos sur ce que vous avez aimé, les personnages, les thèmes qui sont développés. En tout cas, c'est un défi, c'est le challenge pour nous, Dr Massamba. Mille merci à tous. Merci bien, merci à l'équipe technique. Ensemble, nous y arriverons, Inch'Allah. Merci, c'était tout pour aujourd'hui.